La Russie pourrait-elle répondre coup pour coup à l'Occident? Après la saisie de navires russes, le ton monte et Moscou affirme avoir les moyens de riposter. Mais jusqu'où Poutine est-il réellement prêt à aller? Regardez jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire si, selon vous, la Russie doit répondre. Alors, on vient de l'entendre avec notre collègue Daria. En marge de ces exercices, le président russe est revenu sur la question de la saisie des navires marchands russes par les pays occidentaux, qualifiant l'acte d'une forme de piraterie. Quels sont les moyens de réponse de la Russie ? Alors, il est évident que c'était effectivement une piraterie et que la Russie a les moyens, si elle le veut, d'arrêter cette piraterie en faisant la même chose et en faisant subir aux navires occidentaux un sort équivalent qui les embêterait beaucoup plus. Mais je dirais qu'en regard de ça, il faut bien comprendre le contexte géopolitique dans lequel le président Poutine évolue. Et je voudrais dire qu'à ce titre, il mène avec l'Occident une sorte de guerre particulière que j'appellerais, avec un mot qui va peut-être vous étonner, une guerre d'accouchement. Je vais appeler ça comme ça, une forme d'accouchement. Parce qu'en même temps, son objectif n'est certainement pas de tendre les relations avec l'Occident, se fâcher avec l'Occident, puisque ce qu'il cherche depuis toujours, c'est une architecture de sécurité construite avec l'Occident qui protège la Russie. Mais en même temps, il doit faire les choses de façon telle qu'il soit respecté, parce que s'il montre trop qu'il cherche un accord avec l'Occident, à ce moment-là, les forces anti-russes occidentales vont chercher tous les moyens pour franchir les lignes rouges. Donc, il faut qu'il soit en même temps suffisamment fort pour être respecté et en même temps, je vais dire, suffisamment calme et cherchant une solution pour que petit à petit, on accouche de quelque chose qui convienne aux Russes et qui convienne aux Occidentaux. Et je dirais que c'est ça, à mon avis, qui est la grande tâche de la carrière politique de Vladimir Poutine. Donc, ça se traduit dans le cas présent par des menaces, mais par une mise en œuvre de la punition qui pourrait être menée par les Russes, qui est en fait relativement modérée, puisque pour l'instant, que je sache, les Russes n'ont pas arrêté de bateaux occidentaux d'une façon importante. Donc, il y a toujours cette double main, force et modération. C'est ça que je veux expliquer. Oui. Monsieur Martin, vous avez évoqué le terme menace. Le président russe, pour le président russe, l'alliance OTAN s'immisce en Asie-Pacifique. Quel est l'objectif de cette alliance transatlantique aujourd'hui dans cette région, l'Asie-Pacifique ? Eh bien sûr, il y a aujourd'hui au sein de l'administration américaine et au sein de l'administration occidentale des forces qui veulent continuer la guerre, qui veulent essayer de conserver l'hégémonie américaine et qui veulent aller chatouiller, je dirais, l'ours russe dans des régions qui correspondent à son arrière-cour, soit vers le Proche-Orient, soit vers le Nord et dans le Pacifique. Donc, il faut évidemment que dans ces conditions, le pouvoir russe montre les crocs pour que ces velléités, je dirais, guerrières ou dangereuses soient arrêtées. Et en même temps, il faut montrer que si, à la place de ces velléités-là, les intentions occidentales sont pacifiques et cherchent véritablement la coopération, à ce moment-là, l'esprit d'Anchorage reste vivant et la coopération est possible. Voilà toujours l'ambiguïté de la situation telle qu'elle est. Arrêtons-nous un instant sur ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a ici un élément particulièrement important. À première vue, le message semble extrêmement simple. La Russie estime qu'elle pourrait répondre aux saisies de ses navires en appliquant exactement le même principe aux navires occidentaux. Mais derrière cette déclaration, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. L'intervenant insiste sur une stratégie qui repose simultanément sur deux éléments, la démonstration de force et la modération. Et c'est probablement l'un des points les plus intéressants de cette séquence. D'un côté,
Moscou veut montrer qu'elle dispose de moyens de pression et qu'elle ne souhaite pas donner l'impression que les actions occidentales peuvent rester sans conséquences. Mais de l'autre, la Russie ne semble pas vouloir transformer automatiquement chaque confrontation en escalade directe. Autrement dit, le message n'est pas simplement « nous allons riposter ». Il ressemble davantage à « nous pouvons riposter, et vous devez savoir que nous en avons les moyens ». Et cette nuance est importante. Parce qu'en géopolitique, la menace d'une riposte peut parfois avoir autant d'importance que la riposte elle-même. Si vous annoncez immédiatement une confrontation totale, vous réduisez vos propres marges de manœuvre. Mais si vous démontrez que vous disposez d'une capacité de réponse tout en laissant ouverte la possibilité d'un accord, vous conservez plusieurs options. C'est précisément ce que l'intervenant décrit lorsqu'il parle d'une sorte de « guerre d'accouchement ». L'expression est assez surprenante, mais son idée est claire, faire pression, maintenir un rapport de force, tout en essayant progressivement de faire émerger un nouvel équilibre. Et cela permet aussi de comprendre pourquoi il insiste autant sur le fait que Moscou n'aurait pas, jusqu'à présent, procédé à une vague importante de saisie de navires occidentaux. La question devient donc beaucoup plus intéressante. Est-ce que la Russie cherche réellement la confrontation, ou cherche-t-elle surtout à convaincre l'Occident qu'elle est capable de répondre? Ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est là que je vous invite à regarder attentivement la suite, parce que cette logique de pression et de retenue va réapparaître lorsqu'il est question de l'OTAN et de son extension vers l'Asie-Pacifique. Dites-moi déjà en commentaire, selon vous, Moscou doit-elle répondre de manière équivalente aux saisies de navires russes, ou doit-elle continuer à privilégier la retenue? On reprend la suite. Oui, alors Voilà. justement, M. Martin, aujourd'hui il y a cette dissension Ce passage mérite lui aussi qu'on s'y arrête, parce qu'il révèle une contradiction assez intéressante dans la relation entre la Russie et l'Occident. D'un côté, le discours est clairement celui de la confrontation. L'OTAN cherche à renforcer sa présence dans l'Asie-Pacifique, Washington veut maintenir son influence, et Moscou considère certaines de ses initiatives comme une pression supplémentaire autour de ses zones d'intérêt. Mais de l'autre côté, l'intervenant rappelle quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Les intérêts économiques continuent d'exister malgré les tensions politiques. Et c'est particulièrement visible avec le Japon. Tokyo a adopté des sanctions contre Moscou, mais dans le même temps, le Japon a obtenu certaines dérogations concernant ses relations énergétiques avec la Russie et a conservé une participation dans le projet de Sakhalin. Cela montre une chose essentielle, entre les grandes puissances, les relations ne sont presque jamais complètement noires ou blanches. Un pays peut être officiellement aligné sur une politique de sanctions tout en cherchant parallèlement à protéger ses propres intérêts économiques. Et c'est précisément cette ambiguïté que l'intervenant met en avant. Le Japon doit tenir compte de ses alliances avec les États-Unis et, en même temps, éviter de couper complètement les ponts avec Moscou. Pourquoi ?
parce qu'une rupture totale pourrait également avoir un coût pour Tokyo. C'est là que cette séquence devient intéressante. Derrière les grandes déclarations politiques, il y a toujours une deuxième bataille, celle des intérêts économiques, énergétiques et stratégiques. Et cela nous ramène directement à la question centrale de toute cette vidéo. Jusqu'où l'Occident est-il réellement prêt à aller face à la Russie? Parce que si chaque acteur cherche à maintenir une pression maximale tout en évitant les conséquences les plus coûteuses, alors nous ne sommes peut-être pas simplement face à une logique de confrontation. Nous sommes face à un rapport de force permanent, dans lequel chacun teste les limites de l'autre. Moscou veut montrer ses capacités. Washington veut préserver son influence. Les Européens veulent maintenir la pression. Et des pays comme le Japon doivent simultanément défendre leurs intérêts et tenir compte de leurs alliances. C'est peut-être justement pour cela que le discours russe alterne entre fermeté et ouverture à la coopération. L'intervenant souligne d'ailleurs que, si les intentions occidentales deviennent réellement pacifiques, une coopération reste envisageable. Alors, la vraie question est peut-être celle-ci. Sommes-nous à l'approche d'une nouvelle escalade entre la Russie et l'Occident, ou assistons-nous plutôt à une gigantesque négociation de rapports de force? Je veux vraiment connaître votre avis. Dites-moi en commentaire de quel côté vous vous situez, confrontation ou négociation? Avant de terminer cette vidéo, il faut revenir sur l'ensemble de ce qui vient d'être dit, parce qu'au-delà des déclarations sur les navires, l'OTAN ou encore le Japon, cette séquence révèle finalement une stratégie beaucoup plus large. Et cette stratégie repose sur une contradiction apparente: comment montrer que l'on est prêt à répondre sans pour autant provoquer une escalade que l'on ne souhaite pas? C'est probablement là que se trouve le véritable enjeu. Dans le cas des navires russes, le message présenté est particulièrement révélateur. Moscou considère les saisies occidentales comme une forme de piraterie et affirme disposer des moyens de faire subir aux navires occidentaux un sort équivalent. Mais dans le même temps, aucune riposte massive contre les navires occidentaux n'est évoquée comme étant déjà mise en œuvre. Cela signifie que la question n'est peut-être pas seulement de savoir si la Russie peut répondre. La véritable question est: pourquoi ne répond-elle pas immédiatement de manière maximale? Et c'est ici que la notion de force et de modération prend tout son sens. Une puissance qui répond systématiquement à chaque provocation par une escalade maximale risque de perdre progressivement le contrôle de la dynamique qu'elle a elle-même déclenchée. À l'inverse, une puissance qui ne répond jamais peut donner l'impression qu'elle accepte les décisions de l'adversaire. Entre les deux, il existe une troisième stratégie: faire savoir que l'on possède une capacité de riposte, montrer que certaines lignes peuvent avoir des conséquences, mais conserver suffisamment de marge pour revenir à la négociation. C'est exactement le paradoxe décrit dans cette séquence. Et c'est probablement ce qui explique cette expression assez étonnante de « guerre d'accouchement ». L'idée défendue est qu'il ne s'agirait pas simplement de chercher à vaincre ou à humilier l'adversaire, mais de créer progressivement les conditions d'un nouvel équilibre. L'intervenant présente même comme objectif une architecture de sécurité dans laquelle la Russie pourrait être protégée tout en maintenant la possibilité d'un arrangement avec l'Occident. Évidemment, cela suppose que les deux parties acceptent finalement de négocier. Et c'est précisément là que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Car parallèlement à cette volonté affichée de conserver une porte ouverte, le rapport de force continue de s'étendre à d'autres régions. L'Asie-Pacifique en est un exemple. L'analyse présentée considère que l'extension de la présence de l'OTAN dans cette région peut être perçue par Moscou comme une pression supplémentaire. Et la réponse russe, dans cette logique, consiste à montrer ses capacités et à montrer les crocs, afin de dissuader les initiatives jugées dangereuses. Mais là encore, on retrouve la même contradiction. Dissuader n'est pas nécessairement la même chose que vouloir combattre. Lorsqu'un État montre ses capacités militaires ou évoque des moyens de représailles, cela peut avoir pour objectif de convaincre l'adversaire qu'une escalade coûterait trop cher. Le problème, évidemment, c'est que la dissuasion fonctionne uniquement si chacun comprend correctement les signaux envoyés par l'autre. Et dans une période de forte tension, le risque d'erreur d'interprétation augmente. Un geste destiné à dissuader peut être interprété comme une provocation. Une menace destinée à obtenir une concession peut être interprétée comme la préparation d'une offensive. Et une réponse limitée peut être considérée comme une faiblesse. C'est pour cela que le principe évoqué dans cette vidéo, être suffisamment fort pour être respecté tout en restant suffisamment modéré pour conserver une possibilité de dialogue, est aussi difficile à maintenir dans la durée. Et le cas du Japon illustre parfaitement cette complexité. Tokyo est officiellement engagé dans le dispositif occidental de sanctions contre Moscou.
Mais parallèlement, le Japon a obtenu certaines dérogations et continue de préserver des intérêts liés à l'énergie russe et au projet de Sakhalin. Cela montre que même au sein du camp occidental, les intérêts ne sont pas nécessairement identiques. Un pays peut participer à une politique de pression tout en cherchant à préserver certaines relations économiques avec la puissance visée. Et c'est probablement l'un des éléments les plus importants à retenir. Dans les relations internationales, les alliances ne signifient pas nécessairement que tous les partenaires ont exactement les mêmes intérêts. Les États-Unis peuvent avoir une stratégie. Les Européens peuvent avoir leurs propres contraintes. Le Japon peut avoir ses propres intérêts énergétiques. Et la Russie peut chercher à exploiter ces différences pour éviter de se retrouver face à un bloc totalement homogène. C'est d'ailleurs ce qui rend la situation particulièrement complexe. Parce que Moscou ne semble pas seulement chercher à savoir comment répondre à une action précise. La question est aussi de savoir comment préserver son rapport de force tout en empêchant que les différents fronts Ukraine, Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique et relations énergétiques ne se transforment en une confrontation globale impossible à contrôler. Et c'est là que l'expression « double main » utilisée dans cette analyse devient particulièrement intéressante, une main pour montrer la force, l'autre pour maintenir la possibilité d'un compromis. Maintenant, reste à savoir si cette stratégie peut réellement fonctionner. Car plus les tensions s'accumulent, plus le risque est grand qu'un incident particulier déclenche une réaction en chaîne. Une saisie de navire peut entraîner une réponse. Cette réponse peut provoquer une contre-réponse. Puis un nouvel acteur peut intervenir. Et progressivement, ce qui était au départ une opération limitée peut devenir un problème stratégique beaucoup plus large. C'est pourquoi la question des navires est finalement beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Ce n'est pas uniquement une question commerciale ou maritime. C'est une question de rapport de force. Qui peut imposer les règles? Qui peut répondre? Qui peut prendre le risque d'aller plus loin? Et surtout, qui peut imposer à l'autre de revenir à la table des négociations? À mon sens, c'est véritablement le fil rouge de cette séquence. La Russie veut démontrer qu'elle possède des moyens de pression. L'Occident veut montrer que certaines actions peuvent être menées malgré les avertissements de Moscou. Et entre les deux, chacun cherche à éviter de franchir le seuil qui transformerait une confrontation contrôlée en escalade incontrôlable. La grande inconnue reste donc la suivante. À quel moment la dissuasion cesse-t-elle d'être une stratégie de pression pour devenir une véritable confrontation? C'est probablement cette limite qui déterminera la suite. Au fond, cette vidéo ne parle donc pas seulement de navires russes ou de sanctions. Elle montre un rapport de force beaucoup plus large dans lequel chaque acteur tente de tester les limites de l'autre. Moscou veut démontrer qu'il peut répondre. Mais dans le même temps, le message présenté ici laisse entendre qu'une porte reste ouverte à la négociation et à la coopération si les conditions évoluent. C'est précisément ce qui rend la situation aussi difficile à lire. Est-ce une véritable préparation à l'escalade, ou une stratégie destinée à obtenir une meilleure position avant de négocier? C'est maintenant à vous de me le dire. Pensez-vous que la Russie doit réellement appliquer une riposte équivalente aux navires occidentaux, ou pensez-vous que Moscou a intérêt à continuer de privilégier la pression et la négociation? Écrivez votre avis en commentaire. Et surtout, dites-moi aussi où vous pensez que se situe aujourd'hui la véritable ligne rouge entre dissuasion et escalade. Si cette analyse vous a intéressé, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.